Bonjour, mesdames, messieurs. J'ai le plaisir et la responsabilité de modérer ce panel qui porte sur l'inclusion et l'équité d'accès à la connaissance. Alors, nous vivons un moment charnière concernant la formation dans le monde. Les technologies numériques, l'intelligence artificielle et les nouveaux modèles d'apprentissage transforment à une vitesse inédite la manière dont les femmes et les hommes accèdent au savoir et développent leurs compétences. Pourtant, cette révolution n'est pas neutre. Elle risque de creuser les inégalités déjà existantes entre les territoires, entre les femmes et les hommes, les personnes vivant avec un handicap, entre celles et ceux qui ont accès aux outils et celles et ceux qui en sont exclus. Ce panel interroge précisément cette problématique. Comment construire une économie de la connaissance qui soit à la fois tournée vers l'excellence et véritablement inclusive? Comment faire en sorte que la formation du futur ne laisse personne au bord du chemin? Pour explorer ces questions, nous avons l'opportunité d'être accompagnés d'excellents panélistes qui chacun et chacune à leur façon travaillent pour réconcilier ces enjeux dans leur pratique quotidienne. Je leur donnerai la parole afin qu'ils apportent des éléments d'analyse et de réflexion sur ces thématiques. Alors, je m'en vais vous présenter nos différents panélistes. Nous avons Madame Radja Dioli Si, qui est directrice nationale de Special Olympics Sénégal depuis 2011. Elle a exercé pendant 26 ans dans le domaine de la comptabilité et de la finance en tant que directrice administrative et financière à SAF Industries, avant de se consacrer bénévolement à plein temps à Special Olympics Sénégal. Elle avait préalablement rejoint Special Olympics Sénégal en 2006 en tant que parent d'enfant ayant une trisomie 21, en tant que volontaire appuyant l'association sur le plan administratif. En 2009, elle est nommée secrétaire générale et en 2011, directrice nationale. Au plan international, Radja Diorissi a été membre du Conseil consultatif africain des Special Olympics de 2012 à 2020. Elle a été chef de délégation pour le Sénégal lors des Jeux mondiaux des Special Olympiques de 2011 à Athènes, 2015 à Los Angeles, 2019 à Abu Dhabi et à Berlin en 2023, ainsi que lors des compétitions continentales en 2012 et à Johannesburg et en 2020 au Caire. Sous son impulsion, Special Olympics Sénégal a noué un partenariat avec plusieurs ministères de l'État du Sénégal, avec des organisations du système des Nations Unies, notamment UNICEF et des représentations diplomatiques étrangères. Aujourd'hui, Olympics Sénégal, Special Olympics Sénégal est devenu une organisation reconnue sur le plan national et international grâce à la diversité et à la qualité des programmes développés et mis en œuvre au profit des personnes ayant une déficience intellectuelle et pour leur inclusion effective dans la société et leur autonomisation. Alors, Madame Si a été désignée en 2024 ambassadrice pour l'éducation des filles par le ministère de l'Éducation nationale au Sénégal. Elle a été cooptée en 2025 comme membre du Global Family Leadership Council des spécialistes olympiques international et membre du conseil consultatif du partenariat de Ouagadougou. Comme vous pouvez le constater, nous avons parmi nous une grande dame. Alors, nous avons avec nous également M. Cher Ibrahim Seck. M. Seck est un professionnel du développement, comptant près de 20 ans d'expérience dans la gestion de programmes. Il possède une expertise dans les domaines de l'éducation, de la santé et plus particulièrement en éducation inclusive.
inclusion sociale et promotion des droits des personnes handicapées. Depuis 2021, il a rejoint Side Savers et en tant que directeur pays, il contribue à la gestion stratégique et opérationnelle des projets ainsi qu'au renforcement des relations avec les institutions et partenaires dans le domaine de l'éducation, de la santé, la formation professionnelle et technique, la citoyenneté et la participation politique et le développement local inclusif. Auparavant, M. Seck a occupé des fonctions de responsabilité au sein d'ONG internationales comme Child Food International, Nutrition International et Plan International. Comme troisième panéliste, nous avons avec nous M. Vieux Insa Sané, qui est sociologue et spécialiste de l'éducation inclusive et de l'inclusion du handicap et du développement des compétences. Monsieur Sané est titulaire d'un DEA d'études approfondies en sociologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il cumule plus de 13 années d'expérience dans la conception, la gestion et l'accompagnement stratégique de programmes et développement financés par des bailleurs internationaux. Au cours de sa carrière, M. Seck a occupé plusieurs fonctions de responsabilité au sein d'organisations telles que Humanity and Inclusion au niveau du handicap international, FHI 360 et la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées. Actuellement, il est conseiller en inclusion du handicap dans le cadre de l'initiative en Weekend Walk, soutenue par la Fondation Mastercard. Il œuvre à promouvoir l'accès équitable des jeunes en situation de handicap à la formation professionnelle, à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Ces domaines d'expertise couvrent l'éducation inclusive, la gestion de programmes, le développement des capacités et le développement de partenariats. Alors, celle qui a été à ma place tout à l'heure, qui est maintenant comme panéliste, c'est Madame Patience Lapolice. Elle est sénégalaise d'origine camerounaise. Elle est DRH et consultante en RH et RSE. Elle est experte en management des ressources humaines et gestion des compétences. Elle est experte également en genre et en changement climatique. C'est une dame qui a beaucoup de casquettes. Après 18 ans d'expérience en entreprise, elle a une expertise en développement de carrière et responsabilité sociale des entreprises et propose des solutions pour une gestion optimale des ressources humaines. Elle a évolué dans beaucoup d'initiatives, ce qui fait d'elle, pardon, une personne qui a une valeur cardinale qui est l'empathie, qui a une vision du leadership qui est celle de construire des leaders capables de construire d'autres leaders dans la bienveillance, car plus on construit l'autre, plus on grandit et l'entreprise s'élève. Aujourd'hui, cette philosophie a permis de positionner son entreprise parmi les leaders du marché de l'agroalimentaire au Sénégal avec un climat social apaisé. Ce qui veut dire, mesdames, messieurs, nous serons très très gâtés parce que nous avons des experts avec nous, des personnes qui ont beaucoup d'expérience. Alors, pour camper le débat, je vais demander à chaque panéliste, je vais commencer tout d'abord par Madame Si. Madame Si, qu'est-ce qui vous frappe le plus quand on parle d'inclusion et d'équité d'accès à la connaissance? Merci beaucoup, cher modérateur. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais tout d'abord remercier Gaius pour m'avoir coopté dans ce panel. Alors, quand on parle d'équité et d'inclusion sociale, ce qui me vient déjà à l'esprit, c'est que ce sont deux concepts qui sont importants pour avoir une société ouverte à tous, à toutes et qui prend en compte les besoins spécifiques de tout un chacun.
Et à ce titre, l'inclusion, je préférerais d'ailleurs qu'on parle de démarche inclusive, doit être le socle de toute société qui vraiment respecte chacun et chacune de ses composantes. Et c'est dans ce sens que l'inclusion est au cœur de la mission de Special Olympics, afin que les personnes handicapées, et plus particulièrement celles qui ont un handicap intellectuel, ne soient plus à la marge de la société. Mais cette inclusion ne peut pas se faire s'il n'y a pas d'équité. Et donc, l'équité, en fait, met chacun et chacune dans des conditions qui leur permettent de bénéficier au mieux des ressources disponibles. Et donc, cette question d'équité et d'inclusion, elle est devenue centrale dans nos sociétés et je pense elle le sera encore et peut-être de manière beaucoup plus prégnante dans les années à venir. Et il est donc heureux de constater que cette question soit abordée au cours de ce sommet mondial de l'économie et de la connaissance. Alors, malgré tout, quand même, l'accès à la connaissance se heurte à des barrières multiples, hein. Nous le savons, nous avons la fracture territoriale, nous avons la fracture numérique et la fracture linguistique. Bon, mais gardons espoir parce que des pistes d'acquisition de connaissances sont quand même accessibles afin de lever tous ces défis et de permettre à chacun et à chacune d'entre nous de pouvoir acquérir des compétences utiles et nécessaires à son autonomisation et à son développement. Donc voilà mes premiers mots à ce sujet. Merci. Merci beaucoup, Madame Si, pour ces premiers mots. Ce qui a attiré mon attention, c'est surtout quand vous avez dit que il nous faut prendre en compte les besoins spécifiques de chaque personne, c'est-à-dire à la fois les femmes, les hommes, les personnes vivant avec les handicaps et toutes personnes également qui sont dans une situation de vulnérabilité. Alors, je vais passer la parole à Monsieur Sané pour nous dire qu'est-ce que ce thème vous dit quand vous l'entendez. Inclusion et équité à la connaissance. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je voudrais déjà, à l'entame de mon propos, remercier et féliciter Baraka Gates ainsi que l'ensemble de ses partenaires pour l'organisation de ce panel consacré à l'inclusion et à l'équité d'accès à la connaissance dans le cadre du sommet international de l'économie et de la connaissance. Alors, le thème qui nous réunit aujourd'hui est particulièrement important car il nous invite à réfléchir sur une question essentielle. Comment permettre à chacun d'accéder au savoir, aux compétences et aux opportunités d'apprentissage dans une économie où la connaissance constitue l'une des principales ressources de développement. Alors, malgré les progrès réalisés, de nombreuses personnes restent encore confrontées à des obstacles, comme l'a dit Mme Si tout à l'heure, qui limitent leur accès à la connaissance. Ces inégalités touchent particulièrement les populations rurales, les femmes, les personnes en situation de handicap, les jeunes non diplômés, les travailleurs du secteur informel, ainsi que toutes celles et ceux qui demeurent éloignés des opportunités offertes par le numérique. Alors, au-delà de sa dimension éducative ou formative, on va dire, cette question touche directement au développement et à la justice sociale, à la compétitivité économique de nos pays. Cependant, une idée reçue persiste souvent dans les débats sur l'inclusion. C'est celle selon laquelle être plus inclusif impliquerait nécessairement d'être moins exigeant. Comme s'il fallait choisir entre excellence et équité, entre performance et accessibilité. Pour ma part, je considère que cette opposition est un faux débat. Une économie de la connaissance ne peut atteindre son plein potentiel que si elle parvient à mobiliser l'ensemble de ses talents. Chaque personne exclue représente une compétence qui ne sera pas développée, une innovation qui risque de ne jamais voir le jour et une contribution qui manquera au développement collectif. Et je veux convoquer un exemple pour illustrer ce que je dis, c'est celui du football. Une équipe de football est composée de plusieurs joueurs au profil très différent. Certains sont rapides, d'autres plus lents, d'autres plus techniques, certains sont jeunes, d'autres plus expérimentés. Un entraîneur qui ne miserait
que sur certains profils, laisserait de côté de nombreux talents. Il en va de soi. À l'inverse, un entraîneur qui serait plus inclusif ne baisserait pas forcément le niveau d'exigence, car son objectif reste le même, gagner le match. Il identifie les forces de chacun, adapte les entraînements lorsque cela est nécessaire et permet à tous de contribuer à la performance collective. C'est exactement la même chose dans le cadre de l'inclusion et de l'accès aux connaissances dans la formation. L'inclusion ne consiste donc pas à abaisser les standards, elle consiste à lever les obstacles qui empêchent certaines personnes d'accéder à la connaissance et de développer leurs compétences. Les objectifs restent bien entendu les mêmes pour tous, mais les moyens d'y parvenir peuvent être adaptés aux réalités et aux besoins de chacun. Voilà vraiment ce que je voulais placer comme mot introductif en attendant de développer plus. Merci. Merci beaucoup à Monsieur Insa. Je retiens dans vos propos qu'une société a besoin de tous ses talents pour se développer. Et ce matin, Monsieur Gaïs a dit que nous tous, femmes, hommes, nous avons de l'intelligence, nous avons des choses à partager au monde. Et il nous faut seulement trouver, on va dire, l'environnement nécessaire. Il faut travailler pour pouvoir faire bénéficier à toutes et à tous nos compétences et nos talents. Je vais passer la parole maintenant à Madame la police pour nous partager ses avis par rapport au thème qui nous réunit cet après-midi. Merci beaucoup, Grégory. Merci pour les premiers partages. Merci, Raja. Merci, Monsieur Sané. Et c'est extrêmement intéressant et important d'avoir ces premières idées sur la question de l'inclusion et de l'équité d'accès à la connaissance. Et ce thème est particulièrement pertinent pour les entreprises aujourd'hui et surtout dans le monde de l'industrie. Moi, je suis dans l'agroalimentaire où nous pouvons avoir des unités de production qui se retrouvent ou qui sont implantées dans des zones qu'on juge défavorisées. Par exemple, si je prends notre cas où nous avons notre unité de production basée en Casamance, on va avoir des équipes qui vont être des équipes certainement moins favorisées par rapport à celles qu'on peut avoir dans les grandes métropoles en termes d'accès à la formation, en termes d'accès à l'éducation. Donc, aujourd'hui, l'objectif pour l'entreprise et pour toutes les entreprises, c'est de pouvoir développer ces compétences ou les compétences des équipes de manière harmonieuse. Si on n'arrive pas à inclure tout le monde, à inclure tous les collaborateurs, quel que soit le site sur lequel le collaborateur est situé, on va avoir un développement de l'entreprise qui sera déséquilibré. On va avoir du potentiel qui va éclore dans les zones fortement favorisées et on aura toujours à la traîne les collaborateurs qui se situent un peu plus en zone rurale. Du coup, dans les promotions et dans la responsabilisation des collaborateurs, il y aura toujours ce facteur ou en tout cas ce déséquilibre de base qui va suivre certains collaborateurs pendant toute leur carrière. Et on va s'étonner qu'on ait toujours les responsables qui sont issus de certaines zones, de certains emplacements et qui doivent se déplacer pour aller couvrir les activités dans d'autres zones. Ce qui crée des coûts de fonctionnement élevés pour les entreprises parce que un responsable qu'il faut déplacer de Dakar, par exemple, pour aller le poster dans le sud du pays pour pouvoir manager les équipes parce que sur place, on n'a pas trouvé un écosystème favorable et des compétences capables de gérer les équipes en local, va coûter 2 à 3 fois plus cher à l'entreprise que si on avait des compétences en local. Donc, avoir cette idée, en tout cas, ce mindset d'inclure tout le monde dans la progression et dans le partage des connaissances est extrêmement important aujourd'hui pour les entreprises. Et ce sujet est un sujet d'une importance capitale parce que si dès maintenant, on ne règle pas cette fracture
en termes de formation, cette fracture en termes d'accès à certains outils, comme d'accès au numérique, d'accès aux outils de gestion de formation en ligne, on va continuer à traîner ce déficit et on va continuer à avoir des entreprises déséquilibrées où tout le pôle de l'activité, ou en tout cas toute la richesse, est créée par un minimum de personnes dans des localités fortement favorisées et le monde rural continuera simplement à être pourvoyeur de matières premières et pourvoyeur d'ouvriers comme c'est ce qu'on pense. Et pourtant, si on travaille à construire des écosystèmes qui permettent aux régions, au monde rural d'avoir en local des compétences formées et des compétences capables de tenir et de soutenir l'activité des entreprises, on développe nos pays et nos entreprises de manière plus harmonieuse et homogène. Donc, voilà les premières idées que je peux avancer sur cette question. Merci. Merci beaucoup, Madame la police, ces précisions. Vous me faites penser à un concept qui s'appelle l'intersectionnalité, dont nous parlons beaucoup dans les formations sur le genre, qui est très, très important à prendre en compte quand nous voulons mettre en place un projet ou du moins développer des compétences. Alors, je vais passer la parole à Monsieur Sec. Monsieur Sec, est-ce que vous êtes là? On aimerait avoir Euh, également. Oui, vous avez oui, la oui, je parole. suis là. Oui, merci beaucoup et j'espère que vous m'entendez bien. Oh, oui, ça va bien. Oui, je voudrais tout d'abord m'excuser par rapport à ma caméra. Je vois que vous ne me voyez pas. J'ai quelques soucis techniques avec ma caméra, raison pour laquelle j'ai dû shifter un peu de caméra. Je m'en excuse auprès de tous les participants et participantes. Alors, revenons à la question. Je pense que lorsque j'ai lu le thème qui nous réunit aujourd'hui, je me suis dit que ce sera une occasion pour nous de discuter, de partager et de voir en rapport avec la diversité des expériences et des expertises qui sont là sur comment nous pouvons réaliser le quatrième objectif de développement durable, qui est d'assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Et je pense que c'est sur quoi nous discutons depuis ce matin, comment nous devons maintenant réfléchir avec les nouvelles opportunités qui existent dans le monde. Je parle de l'IA, mais également de voir comment nous pouvons réfléchir. Quelles sont les expériences acquises et réussies si nous voulons que les enfants handicapés, les filles et les garçons, jouissent des mêmes chances de bénéficier d'une éducation générale de qualité, je le dis, grâce à des systèmes renforcés qui permettent une amélioration des résultats d'apprentissage et notamment une plus grande inclusion sociale. Et pour nous, pour répondre à ces questions-là, il faudrait forcément euh, travailler, ou en tout cas sur les données et les études probantes qui existent, parce que c'est ça qui nous permet d'éclairer les décisions qui seront prises par les gouvernements, notamment pour améliorer cet apprentissage-là, notamment auprès de cette cible vulnérable qu'est les personnes handicapées. Il s'agira également pour nous de discuter, de partager, de voir comment cette cible vulnérable, notamment les enfants et les jeunes handicapés, peuvent contribuer activement à l'économie, et à l'économie sociale et à l'économie, mais également à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques de développement euh, social. Il s'agira également, voilà, le dernier point que je voudrais aborder, ce sera également l'occasion pour nous de partager et de discuter des plans, des politiques et programmes relatifs à ce sujet-là, qui sont déjà mis en place par les États, ou en tout cas par les institutions que nous représentons, ou à travers nos expertises, pour voir comment ces programmes et politiques respectent l'égalité des genres et répondent par conséquent aux besoins particuliers des filles et des garçons handicapés pour leur permettre de mieux s'épanouir dans la vie socio-économique du pays en passant par l'éducation. Donc, merci, je vais m'en arrêter là pour le moment en attendant peut-être les autres questions. Je vous remercie et encore une fois toutes mes excuses pour pour la caméra. Voilà.
Non, je pense qu'il n'y a pas de problème. On entend votre voix, c'est déjà bien suffisant. Merci beaucoup. Monsieur Seck, vous avez parlé de tout ce qui a trait aux données probantes qui sont très importantes pour nous aider à prendre de meilleures décisions. Également pour des politiques qui prennent en compte autant pour moi l'égalité du genre et qui concernent à la fois les hommes et les femmes. Alors, merci à toutes et à tous pour ces propos luminaires qui montrent déjà que nous sommes dans ce que je peux appeler une sorte de complexité. Et ce que moi je vais vous proposer pour rentrer encore dans cette complexité, c'est de poser des questions. Poser des questions à chaque panéliste pour approfondir encore une fois toutes ces idées. Et à la fin, ou du moins même au cours des réflexions, les participants et les participantes, n'hésitez pas à poser vos questions au niveau je crois que c'est au niveau du chat, je crois que c'est à ce niveau-là, posez vos questions et à la fin de cette partie, nous donnerons la parole à chaque panéliste pour apporter des éléments de réponse. Alors, ma première question s'adresse tout d'abord à Madame Radja. Notre défi en ce moment, on va dire, est peut-être pour beaucoup de personnes, de femmes et d'hommes, dans beaucoup de parties dans le monde, c'est l'accès à la connaissance. Madame Si, comment garantir l'accès à la connaissance pour les publics les plus vulnérables? De manière simple, même si je sais que la question est complexe. Oui, merci, modérateur. On va essayer d'y répondre de la façon la plus simple possible. Et si vous permettez aussi, je vais peut-être faire un focus sur un groupe particulier, car quand on parle de vulnérabilité, on parle le terme vulnérable englobe des groupes divers qui n'ont pas forcément les mêmes besoins et qui ne font pas face aux mêmes difficultés. Et donc de ce groupe, je souhaiterais extraire celui des personnes, des enfants handicapés et plus particulièrement de ce groupe de personnes handicapées ceux qui ont un handicap intellectuel, car bon, souvent le handicap intellectuel est le handicap qui est le plus méconnu et qui est en fait un état neurodéveloppemental permanent qui se caractérise par des capacités mentales inférieures à la moyenne et des difficultés significatives dans les habiletés quotidiennes. Et on peut donner comme exemple les types de déficiences intellectuelles que l'on connaît le mieux, c'est-à-dire la trisomie 21, les troubles autistiques, les troubles du spectre de l'autisme, les infirmités motrices cérébrales. Et vous remarquerez que donc ces types de handicaps ont des limitations fonctionnelles intellectuelles et qui entraînent une capacité réduite à apprendre, à comprendre, à raisonner et à résoudre des problèmes. L'autre difficulté que ce groupe a et porte également sur l'adaptation aux exigences de la vie quotidienne, hein, pour des gestes aussi simples que se laver, écrire, calculer, mémoriser. C'est parfois des aptitudes qui sont assez difficiles à acquérir et ils ont également des difficultés dans les interactions sociales en termes d'empathie et de relations interpersonnelles. Et ce type de difficultés, on les voit beaucoup plus pour les enfants et les jeunes qui ont des troubles du spectre de l'autisme. Alors, donc, du fait de ces limitations, leurs droits, euh, surtout le droit à l'éducation et le droit à la formation, sont très souvent bafoués. Et pour donner un peu des chiffres, au Sénégal, d'après la Direction générale de l'action sociale, donc qui est la direction qui est le ministre, au Sénégal, 35 369 enfants en l'âge d'être scolarisés, donc de 7 à 16 ans qui sont des enfants handicapés. Et parmi ce groupe, il y en a 23 425 qui sont hors du système éducatif. Et quand on compare par rapport à la population normale, cela donne un taux de 66% contre 47% pour l'ensemble donc des enfants en âge d'être scolarisés.
Autre chiffre également qui est assez choquant, c'est que 20 481 de ces enfants n'ont jamais été scolarisés, donc 87,5%. Et ce groupe d'enfants a 2 fois plus de chances d'être déscolarisé. Alors, dans ce cas, dans ces conditions, comment peut-on leur garantir l'accès à la connaissance? Je pense qu'il faudrait tout d'abord leur garantir l'accès à l'éducation, qui est un droit qui est consacré déjà par les lois internationales, hein. Nous savons qu'il y a la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Nous avons également la Charte africaine des droits de l'enfant qui consacre le domaine du handicap. Nous avons la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, et plus particulièrement son protocole additionnel où le droit à l'éducation est également bien précisé. Mais il faut dire également que dans la plupart de nos États, l'éducation est également consacrée par les textes de loi nationaux. Au Sénégal, nous avons la loi d'orientation sociale de 2010 qui consacre également le droit à l'éducation aux enfants handicapés. Au-delà de ce droit d'accès à l'éducation, on en a parlé tout à l'heure dans le premier round de discussion, il faut garantir l'accès à une éducation de qualité. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une éducation de qualité? Je pense que tout à l'heure, une éducation où l'enseignement est inclusif, équitable et qui est pertinent et qui permet à chaque individu de développer son plein potentiel. Donc, nous retrouvons les termes du panel, inclusion et équité. Alors, cette éducation de qualité ne peut être dispensée si les conditions favorables ne sont pas réunies. Et quelles sont ces conditions favorables? L'accessibilité aux infrastructures scolaires et d'enseignement, la formation du corps enseignant, la disponibilité des manuels et des outils d'apprentissage et la pertinence des programmes d'enseignement. Je ne vais pas m'appesantir sur l'éducation inclusive parce que je pense que les autres panélistes vont intervenir là-dessus. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que à ce jour, ces conditions ne sont pas réunies au Sénégal. Donc, des efforts sont faits, nous devons le reconnaître, et divers projets sur l'éducation inclusive sont financés par les partenaires institutionnels de l'État du Sénégal, parmi lesquels d'ailleurs Sightsavers qui est représenté ici par Cher. Mais nous avons également l'UNICEF et Humanité et Inclusion qui financent beaucoup de projets pour faciliter l'inclusion scolaire des enfants handicapés. Ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que tous les enfants, quel que soit leur handicap, leurs limitations fonctionnelles, ont des aptitudes. Et ces aptitudes doivent être identifiées afin que nous puissions les développer et les améliorer. Dans ce cadre-là, comment inverser la tendance afin de leur garantir une éducation de qualité? Alors, je vais peut-être m'appesantir un peu plus ici sur l'expérience de Special Olympics. Special Olympics Sénégal qui est présent sur le terrain depuis 1991, mais Special Olympics également au niveau mondial qui a été créé en 1968. Donc, l'expérience de terrain de Special Olympics se porte sur divers programmes, mais je ne vais en citer que 2 qui me semblent les plus pertinents dans le cadre de notre discussion. C'est le programme de leadership unifié qui est dispensé aux jeunes de plus de 14 ans avec ou sans handicap intellectuel. C'est-à-dire que là, nous prenons l'inclusion. Dans les groupes, nous avons des jeunes avec et sans handicap. Et donc, ce programme transforme radicalement le modèle traditionnel de transmission du savoir, où les bénéficiaires ne sont plus traités comme des récepteurs passifs, mais comme des acteurs et des diffuseurs de connaissances. Et ce programme de leadership unifié, il utilise 4 leviers. D'abord, le cœur de métier de Special Olympics, qui est le sport, donc est un des premiers leviers. Le sport qui est un point d'ancrage, car on utilise des compétences acquises sur le terrain, telles que la discipline, la résilience et le travail d'équipe, pour les transposer dans des compétences de vie, telles que la prise de parole, l'organisation, les interactions avec son environnement. Nous utilisons également des formations adaptées qui s'appuient sur des jeux de rôle, des supports visuels simplifiés,
car n'oublions pas que le handicap intellectuel entraîne des difficultés à l'apprentissage. Donc, nous utilisons des supports visuels simplifiés et des scénarios concrets qui facilitent l'assimilation de concepts. Un autre levier que nous avons également dans le cadre de ce programme de leadership, c'est le mentorat. Et le mentor n'est pas là pour faire à la place de la personne, de l'enfant. Le mentor, il reformule, il traduit et il crée un environnement sécurisant. Et nous avons un autre levier qui, pour nous, vraiment est un élément au cœur de nos actions, c'est ce que nous appelons les enfants ambassadeurs. Alors, nous, nos enfants, nous les appelons, nos enfants, nos jeunes, nous les appelons les athlètes. Donc, c'est le programme des athlètes ambassadeurs. Les personnes ayant un handicap intellectuel donc, transmettent elles-mêmes les connaissances qu'elles ont acquises dans le cadre de ce programme de leadership unifié. Donc, elles transmettent les connaissances acquises à leurs camarades. Et donc, ça crée des interactions. Ils utilisent des mots qui sont plus facilement compréhensibles par leurs pairs. Un autre concept qui est développé par Special Olympics, c'est le concept des écoles championnes unifiées, qui utilisent toujours le cœur de métier de Special Olympics, à savoir le sport inclusif dans les établissements scolaires. Pour quelles raisons? Pour y créer des environnements inclusifs qui vont faciliter l'apprentissage et la socialisation. Et parmi ces avantages, nous pouvons, avec une innovation pédagogique, qui est l'adaptation des formats et également la simplification des consignes. Le deuxième avantage est une co-construction des savoirs. L'apprentissage se fait par imitation et entraide. Nous avons vu que cela facilite vraiment l'acquisition de connaissances pour nos jeunes et l'acquisition de compétences civiques et de plaidoyer. Et ces compétences civiques et de plaidoyer sont beaucoup plus utiles, enfin, je dirais pas utiles, mais elles sont beaucoup plus appréciées par les enfants qui n'ont pas de handicap, car ils apprennent ce que c'est que le handicap, ils côtoient des enfants handicapés et ils voient que ces enfants ont des aptitudes et des capacités et le regard change sur le handicap. Alors, mais nous sommes dans un monde moderne et aujourd'hui, il y a un outil qui s'appelle l'intelligence artificielle. Et donc, cette pourrait également être un levier d'apprentissage et l'acquisition de connaissances par le développement de programmes d'apprentissage adaptés, simples à utiliser et accessibles, telle que la méthodologie facile à comprendre. Et cette méthodologie Special Olympics l'utilise déjà avec des textes simples, des phrases courtes qui permettent de mieux expliquer et de mieux comprendre à notre cible. L'autre outil également de l'intelligence artificielle serait la multimodalité, en associant du texte, du son et de l'image pour rendre concrets les concepts. Et les assistants personnels IA également, qui deviennent des mentors dans le processus d'apprentissage. Mais nous avons noté quand même certaines limites de cette intelligence artificielle. D'abord, la fracture numérique. Et cette fracture est à un triple niveau, le coût de la connexion. Nous sommes en Afrique, nous savons ce que coûte la connexion, la stabilité de la connexion et l'accès au smartphone. En sachant que souvent, nos familles sont dans des situations financières assez délicates et compliquées. Il y a également le défi linguistique, car cette intelligence artificielle, pour le moment, n'utilise pas nos langues vernaculaires, nos langues locales. Et il y a les barrières institutionnelles, dont la formation des encadrants. Alors, en conclusion, je ne voudrais pas prendre trop de temps. Donc, en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que l'accès à la connaissance des personnes handicapées reste un défi majeur. L'IA peut être une opportunité pour elles, mais elle peut également creuser le fossé et les marginaliser beaucoup plus si leur besoin spécifique d'apprentissage n'est pas pris en charge par l'intelligence artificielle. Donc, cette question doit donc être prise en compte par les pouvoirs publics avec l'appui des ONG, associations et autres acteurs du domaine du handicap, de l'éducation et de l'enseignement qui ont une expertise avérée et une connaissance approfondie des difficultés. Voilà ce que je voulais partager avec vous, monsieur le modérateur. Quant à la question relative sur l'acquisition, garantir l'accès
à la connaissance pour les publics vulnérables. Je vous remercie. Oui, beaucoup, Madame Si, c'était très, très, très enrichissant. Et comme vous pouvez le voir, hein, même dans le chat, les gens sont en train d'envoyer les cœurs. Et j'ai déjà participé à l'une de vos activités et franchement, chapeau, chapeau, chapeau pour tout ce que vous êtes en train de faire pour ces enfants. Nous allons Merci. continuer. Je vous en prie, nous allons continuer avec les discussions, tout en précisant que Madame Si va nous quitter beaucoup plus tôt. Si vous avez des questions à lui adresser spécifiquement par rapport à tout ce qu'elle a dit, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. Et avant de partir, je me ferai le plaisir de la lui adresser toutes ces questions. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Cher, vous qui êtes un professionnel du développement, on observe dans de nombreux contextes, surtout en Afrique, les fractures éducatives et numériques ne sont pas seulement économiques, elles sont aussi genrées et géographiques. Selon vous, quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour réduire ces fractures éducatives et numériques entre les femmes et les hommes en milieu urbain et rural en Afrique? Alors, Ouais. merci beaucoup pour cette question relativement très intéressante. Et Madame Raja m'a donné une opportunité, ou en tout cas me permet de faire une transition sur cette question-là, parce qu'elle a un peu abordé et brossé certains aspects ou mécanismes qui permettent voilà, d'attaquer ou d'adresser un peu cette question relative à la réduction de la fracture éducative et numérique en Afrique, et plus particulièrement au Sénégal, ou en tout cas dans la zone sahélienne. Et on peut dire que plusieurs approches, en tout cas, peuvent nous permettre de combattre ces fractures, notamment par la mise en place de stratégies ciblées, comme les programmes de scolarisation inclusive, l'adaptation technologique, mais également l'autonomisation socio-économique. Nous allons le voir. Et aujourd'hui, parlant d'expérience et d'expertise, je me rappelle d'une discussion avec le ministre de l'Éducation nationale, et je crois fortement à cela. Il disait que pour permettre de réduire drastiquement les fractures éducatives et numériques, il faudrait qu'on apprenne à mettre à l'échelle les initiatives pilotes qui ont démontré toute leur pertinence au niveau éducatif. Prenons l'exemple de l'éducation inclusive. C'est des expériences qui ne sont pas trop, trop lointaines. Le Sénégal n'a pas beaucoup d'expérience, bien qu'il y a beaucoup de projets en éducation inclusive qui sont là, beaucoup d'expérience en matière d'années d'éducation inclusive. Je me rappelle que les premiers élèves qu'on avait euh, enrôlés dans les écoles inclusives, on les avait trouvés à la rue. On avait demandé aux parents, qu'est-ce que vous gagnez chaque jour avec votre enfant qui mendie? Et on a donné de l'argent à ce parent-là pour permettre à ces élèves voilà, de fréquenter les écoles et d'avoir les mêmes chances que les enfants non handicapés. Et aujourd'hui, ce sont des enfants qui ont maintenant le bac, qui sont à l'université, qui sont en train de continuer leurs études. C'est pour montrer toute la pertinence de nos approches développées par HI, développées par SciSaver, Special Olympics, et qui ont contribué à développer pour la première fois au Sénégal la politique d'éducation inclusive. Si vous faites une recherche au niveau Internet, vous n'allez pas voir de politique d'éducation inclusive au-delà de 2024. C'est la première fois que le Sénégal dispose de cette politique. Et la vision du gouvernement, c'est de faire de chaque école ordinaire du Sénégal une école inclusive. C'est ça l'éducation inclusive, à la différence de l'éducation spéciale. Faire en sorte que les enfants puissent fréquenter les mêmes écoles que les enfants non handicapés. Et cette démarche permet de réduire drastiquement cette pratique éducative entre les enfants, les couches vulnérables et les enfants non handicapés. Pour notre cas, parce que notre cœur de métier, c'est vraiment la promotion du handicap. Donc, s'agissant de l'éducation inclusive ciblée, ça vise à promouvoir l'accès à l'école, ciblant spécifiquement les filles, parce qu'on parle de gens qui ont un handicap, notamment visuel ou moteur, et même un handicap intellectuel, et pour éviter la marginalisation. Et je l'ai dit, et cela passe par l'adaptation des manuels scolaires. Parce qu'aujourd'hui,
quand on parle d'éducation inclusive, faudrait-il réussir à adapter un peu les ressources éducatives que nous avons. Et plusieurs instruments sont là et sont mis en place pour assurer un peu cela. Et Madame Rachel l'a dit, parmi lesquels les instruments africains comme les lois et protocoles. Mais je voudrais surtout parler euh, du protocole de Marrakech qui devrait permettre voilà, de transformer les livres en documents accessibles pour les personnes handicapées. Juste un exemple, euh, une personne handicapée avec laquelle nous travaillons veut faire des recherches. Et aujourd'hui, toute la documentation qui existe n'est pas accessible parce qu'elle ne peut pas être en braille, c'est pas des livres en braille, et ne peuvent pas être transformées en audio parce qu'il y a des droits d'auteur derrière. Et ce protocole de Marrakech là permet effectivement de lever cette barrière-là. Donc voilà un peu des instruments qui permettent de réduire la fracture éducative et numérique. Et parlant de l'inclusion numérique et de l'accès aux outils, certaines initiatives d'alphabétisation numérique et technologique sont adaptées pour surmonter ces obstacles-là, notamment culturels et financiers. Je pense que Raja l'a également brossé dans son intervention. Comment faire pour réduire un peu les coûts financiers et culturels liés à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information avec l'avènement des médias sociaux. Et pour nous, cela favorise la mise à disposition de matériel adapté et la création d'espaces d'apprentissage sécurisés, surtout flexibles et inclusifs pour les femmes. Pourquoi sécuriser? Parce qu'aujourd'hui, le débat est là. Comment faire pour que les médias sociaux soient sécures, que l'enfant handicapé qui l'utilise ne puisse pas, voilà, être marginalisé à travers ces outils-là. Comment le rendre flexible? Mais je pense que la COVID également doit nous apprendre beaucoup plus. Parce qu'à un moment donné, les écoles étaient fermées, tout était fermé. Pour les personnes qui habitaient dans les zones rurales non couvertes par Internet et autres, avaient du mal à continuer les études. Et au même moment, d'autres enfants qui habitent Dakar ou les capitales régionales étaient en train de suivre les études. J'ai une expérience personnelle parce que en ce moment-là, je coordonnais un projet sur l'éducation globale au niveau du ministère de l'Éducation et ça nous a permis sur le champ de lancer la réflexion sur qu'est-ce qu'il faut faire, quel outil faut-il utiliser pour permettre à ces enfants qui habitent au niveau, non pas rural, mais à un niveau où l'accessibilité à Internet posait problème, comment faire pour améliorer leur apprentissage et l'accès aux ressources éducatives. Et plusieurs initiatives nous ont permis de lever ces défis-là parce qu'il ne s'agissait pas uniquement d'avoir Internet, mais il y a beaucoup d'approches qui permettent à ces enfants de pouvoir avoir accès à ces ressources éducatives sans la présence d'Internet, en tout cas. Et le troisième point le plus important, c'est la recherche participative. Je pense que c'est important. Les interventions sont affinées grâce à des données probantes. Je l'ai dit tantôt, vous verrez qu'en filigrane que je suis un partisan de des données probantes et au vécu des bénéficiaires, notamment les parents, les enseignants, les filles handicapées, pour concevoir des solutions adaptées aux réalités de ces écoles-là. Et parfois, on oublie même, ça me permet de brosser cet aspect-là, on oublie parfois le soutien parental et communautaire. Aujourd'hui, un enfant non handicapé à la descente de l'école, Madame Patience peut effectivement suivre son enfant avec des exercices donnés par l'instituteur, à la différence d'un parent d'enfant handicapé visuel. Aujourd'hui, quand son enfant euh, retourne de l'école, elle n'a aucun outil, aucune connaissance sur comment soutenir son enfant à la maison. Donc, tout cela contribue effectivement à avoir des fractures éducatives qui contribuent également à l'abandon des enfants handicapés, notamment à un certain moment du cycle scolaire. Et le dernier exemple que je vais prendre, une étude que nous avons faite, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives sur la scolarisation des filles pour réduire un peu cette fracture liée au genre. Et certains professionnels d'éducation disent même aujourd'hui, on doit parler de SCOGA, c'est-à-dire la scolarisation des garçons. Parce qu'on se rend compte que
lors de l'enrôlement des enfants à l'école, on a plus de filles aux premières années que de garçons. Mais arrivé les examens, les filles ont disparu. On ne sait pas qu'est-ce qui est à l'origine de ces abandons-là. Nous avons fait beaucoup d'études au niveau de SAICMES pour essayer de comprendre cela. Et c'est ça qui nous permet un peu de lancer la réflexion et de pouvoir mettre en place des stratégies qui permettent de réduire ces factures éducatives et numériques voilà, pour améliorer l'éducation et l'acquisition des connaissances. Je vais terminer par le dernier point, c'est-à-dire l'adaptation du contenu éducatif. Je pense que c'est important. Et quand on parle d'adaptation, ce n'est pas uniquement pour les enfants à besoins éducatifs spéciaux, mais c'est également pour les enseignants, ceux qui doivent euh, transmettre ces connaissances-là. Ils ont besoin de beaucoup de formation. Nous avons travaillé avec le ministère pour permettre, et avec HU en synergie, pour permettre un peu de revoir les curriculums de formation des enseignants, faire en sorte que chaque enseignant qui doit être formé et qui doit sortir des CRFPE, qui sont les centres de formation des enseignants, puisse être capable de dérouler les enseignements-apprentissages adaptés aux enfants handicapés. Et le dernier point, c'est l'autonomisation. Je vais terminer par là et le plaidoyer. Euh, pour, comment faire pour renforcer la collaboration avec les ministères, notamment de la formation professionnelle, de l'éducation, des associations de personnes handicapées, comme par exemple la Fédération des associations, Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées et les communautés locales elles-mêmes pour que les gouvernements intègrent l'accessibilité à grande échelle. L'approche repose sur la recherche participative, je l'ai dit, pour que les personnes handicapées elles-mêmes façonnent les politiques inclusives qui vont contribuer à réduire drastiquement la facture éducative et numérique. L'accessibilité est très importante. Euh, Aujourd'hui, je donne toujours l'exemple lors des activités que j'anime des sphères ministérielles du ministère de Diamniadio. C'est le seul endroit au Sénégal qu'une personne handicapée sur fauteuil roulant peut utiliser. Il peut descendre au niveau de l'autoroute avec sa fauteuil roulante, aller jusqu'au cinquième étage du ministre de l'Éducation nationale sans pour autant avoir besoin d'une quelconque aide. Et c'est ça l'inclusion. Et pour nous, il faudrait réfléchir comme ça, pour voir comment rendre les écoles accessibles. Vous allez à Delafosse, une personne handicapée sur fauteuil roulant ne peut pas utiliser l'école parce que c'est sur deux étages ou un. Et ça réduit un peu la participation de cette couche-là aux, voilà, aux activités d'enseignement-apprentissage. Voilà un peu à titre d'exemple ce que je voulais partager avec vous, qui nous donne un peu une idée de comment nous pouvons, à travers ces initiatives pilotes que nous déroulons, comment nous pouvons adapter nos réflexions, nos projets et programmes pour réduire cette fracture numérique et éducative chez les filles et les garçons, notamment en Afrique, surtout subsaharienne, où nous avons eu beaucoup d'expérience avec les communautés et les ministères avec lesquels nous travaillons. Merci beaucoup en tout cas pour cette question et je vous remets la parole. Merci beaucoup, Monsieur Serre. C'était vraiment un plaisir de vous écouter, nous partager toutes ces expériences. Et ce que je retiens, c'est que l'inclusion, l'équité face à l'accès à la connaissance, c'est la responsabilité de toutes et de tous. Et les mécanismes sont là, les mécanismes que vous avez cités sont là. Il nous faut les mettre en œuvre. Et surtout, c'est une discussion que j'ai toujours avec certains collègues, c'est par rapport à l'éducation des filles et des garçons. Il ne faut pas qu'on crée un déséquilibre en créant un autre équilibre, quoi. Il faut toujours surveiller par rapport à ça parce que quand on va penser que ce sont les filles, ce sont les filles. Parfois, les garçons seront laissés pour compte. Et quand on pense garçons, les filles seront laissées pour compte après. C'est-à-dire, il faut toujours qu'on cherche cet équilibre, quoi, pour que tout le monde soit inclus, pour qu'il y ait vraiment de l'équité. Alors, ma question s'adresse maintenant à monsieur Sané. Alors, on entend souvent dire que l'inclusion et l'excellence seraient des objectifs contradictoires. Je crois que ce panel est là pour déconstruire cette idée. Et j'espère que, Monsieur Essa, vous allez nous aider à déconstruire cette manière de penser. Et la question que je vais vous poser, c'est comment construire
un modèle de formation qui n'exclut personne, tout en maintenant un haut niveau d'exigence. Merci beaucoup, Grégory. Déjà, féliciter les deux premiers intervenants par rapport justement à la pertinence de ce qu'ils ont dit. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils ont proposé. Alors, comment construire un modèle de formation qui n'exclut personne, tout en maintenant un haut niveau d'exigence? C'est une très bonne question dans la mesure où, comme je l'ai indiqué précédemment, l'enjeu n'est pas de choisir entre inclusion et excellence. Non, le véritable défi consiste à construire des systèmes de formation qui sont capables de permettre à chacun d'atteindre son plein potentiel dans des conditions équitables. C'est extrêmement important. Le premier élément à prendre en compte et qui est essentiel, c'est de distinguer donc l'égalité de l'équité. Parce qu'en effet, on peut proposer exactement la même formation à tous, mais ça ne garantit pas l'égalité des chances. Prenons l'exemple d'une formation en ligne organisée depuis une grande capitale africaine. Si tous les participants disposent théoriquement du même contenu, ceux qui vivent dans les zones rurales avec une connexion Internet instable ou un accès limité à l'électricité ne partent pas avec les mêmes chances de réussite. Si je prends l'exemple, par exemple, un exemple concret tiré de mon expérience personnelle, quand j'étais à l'université, étant moi-même une personne en situation de handicap et j'ai une déficience physique, je marche difficilement, et je logeais au campus social. Donc, si on planifie un examen à 15 heures, par exemple, au campus pédagogique, pendant que les gens ils arrivent à 15 heures, ils sont dans les conditions de l'examen et ont commencé à réfléchir, moi j'arrive fatigué. Déjà, je ne suis pas dans les conditions de l'examen, j'arrive fatigué, tout en sueur, et il me faut du temps pour récupérer et pouvoir être dans les conditions de l'examen. Donc ça, c'est un problème. Alors, l'équité consiste alors à prévoir des solutions adaptées. Par exemple, on peut avoir, pour le premier cas que j'ai cité, des contenus téléchargeables. On peut avoir un accès hors ligne ou des supports imprimés. Alors, pour les jeunes vivant en milieu rural, les femmes, les personnes handicapées, les travailleurs du secteur informel ou encore les populations faiblement connectées, ils ne font pas face aux mêmes réalités. Tous ces groupes ont des obstacles qui peuvent être spécifiques. Donc, un modèle de formation inclusif doit s'attacher à identifier et à lever les barrières tout en maintenant les mêmes exigences de qualité et de performance. Par exemple, pour les personnes en situation de handicap, cela suppose de comprendre les obstacles spécifiques liés aux différents types de déficiences afin de proposer des adaptations appropriées. Une personne non-voyante n'aura pas les mêmes besoins qu'une personne sourde, par exemple. L'inclusion repose donc sur une compréhension fine des besoins de chacun afin de proposer des réponses qui sont adaptées sans jamais renoncer, et c'est extrêmement important, aux objectifs d'apprentissage. D'accord? Cela suppose également de former des enseignants, comme M. Seck l'a tout à l'heure mentionné, et les formateurs afin qu'ils soient capables d'identifier les besoins spécifiques des apprenants et d'adapter leurs pratiques pédagogiques. Aucun système de formation inclusif ne peut donc fonctionner durablement sans des professionnels suffisamment préparés à gérer la diversité des profils et des parcours. C'est pourquoi cette question de la formation des enseignants, elle est extrêmement importante pour rejoindre un peu ce que disait tout à l'heure M. Seck. Aujourd'hui, le Sénégal a une politique d'éducation inclusive, mais si on veut que cette politique d'éducation inclusive ne pêche pas dans la mise en œuvre, il est important qu'on puisse mettre un focus particulier sur la question justement de la formation des enseignants et des professionnels de l'éducation. Alors, le deuxième levier consiste à conserver les objectifs d'apprentissage ambitieux pour tous, tout en diversifiant maintenant les moyens d'y parvenir. D'accord? Par exemple, une personne malvoyante peut suivre exactement le même programme qu'un autre apprenant grâce à des supports audio ou à des logiciels de lecture d'écran. De même, une mère de famille exerçant une activité génératrice de revenus peut accéder à la formation à travers des modules flexibles qu'elle suit à son rythme, le soir ou le week-end. Dans le même esprit, dans de nombreuses régions d'Afrique, certains apprenants maîtrisent davantage les langues nationales que les langues officielles d'enseignement. Donc, proposer des supports d'accompagnement ou des explications dans les langues locales
peut améliorer la compréhension et favoriser les apprentissages sans diminuer le niveau des compétences attendues. L'objectif, effectivement, doit également être de concevoir dès le départ des formations qui sont accessibles à la plus grande diversité des apprenants, plutôt que d'ajouter des adaptations après coup. Cette approche permet de réduire les barrières à l'apprentissage tout en améliorant la qualité de l'expérience de formation pour tous. Aujourd'hui, l'une des difficultés que connaît le Sénégal, c'est que, en fait, dans la conception des parcours de formation, on n'avait pas forcément pensé justement à la question de l'inclusion du handicap. Du coup, dans la mise en œuvre, il y a beaucoup de difficultés. Et M. Sex a parlé tout à l'heure de la question du matériel. Le matériel que l'on donne souvent au niveau des écoles élémentaires, par exemple, n'est pas du matériel qui est adapté pour certains enfants en situation de handicap. Si on prend par exemple l'exemple de l'enfant qui est non-voyant, celui-là, il ne peut pas lire en noir. Il a besoin d'une tablette braille pour pouvoir travailler. Or, le matériel qu'on donne autant au niveau des collectivités locales ou qu'on trouve facilement sur le marché, ce n'est pas du matériel qui est adapté à cet enfant-là. Du coup, on est obligé de faire des adaptations au fur et à mesure à chaque fois. Et c'est ça, justement, l'un des obstacles qui va poser le plus de problèmes aussi. Le troisième levier est l'innovation. L'Afrique a déjà démontré sa capacité à innover grâce au numérique. Aujourd'hui, le téléphone portable est souvent plus répandu que l'ordinateur. Le mobile learning représente donc une opportunité majeure. Un jeune artisan, par exemple, un agriculteur ou un commerçant du secteur informel, peut désormais accéder à des contenus de formation ou à des tutoriels ou à des modules de certification directement depuis son smartphone, sans avoir à parcourir de longues distances. Les plateformes à faible consommation de données peuvent être aussi une solution. Le micro-learning à travers les courtes capsules de quelques minutes ou encore les centres numériques communautaires peuvent contribuer à démocratiser l'accès à la connaissance à grande échelle ou à moindre coût. Cependant, l'inclusion ne concerne pas simplement l'accès, puisque une chose est d'accéder, mais une autre est de garantir la qualité de la formation. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'elle doit également garantir la qualité des apprentissages en maintenant un haut niveau d'exigence. Disposer de référentiels de compétences clairs, de mécanismes d'évaluation rigoureux et de systèmes de suivi permettant de mesurer les acquis réels des apprenants. L'inclusion ne signifie pas, comme je l'avais dit dans l'introduction, l'abaissement des standards. Au contraire, elle signifie que chacun dispose de moyens nécessaires pour atteindre ces standards. Donc, tout est dans la diversification, d'accord? Au fond, dans une économie fondée sur la connaissance, l'exclusion représente un gaspillage de talent, de créativité et de potentiel productif, parce que lorsque les jeunes filles abandonnent leur parcours de formation faute d'accompagnement, lorsque des personnes en situation de handicap ne peuvent accéder à des contenus pédagogiques ou lorsque les populations rurales restent éloignées des opportunités d'apprentissage, ce n'est pas seulement une perte pour ces individus, c'est une perte pour l'ensemble de la société. Et donc, l'inclusion n'est pas seulement une exigence sociale ou morale, elle est aussi un facteur de compétitivité, d'innovation et de développement durable. C'est pourquoi un système de formation performant n'est pas celui qui sélectionne le plus, non, mais celui qui permet au plus grand nombre de pouvoir réussir sans jamais renoncer à l'excellence. Donc voilà ce que je voulais apporter comme élément de réponse par rapport justement à la question posée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vieux Instant, pour toutes ces pépites, toutes ces belles réflexions par rapport à cette question. Et vous avez parlé concernant l'accès, oui, mais elle doit garantir, surtout en inclusion, la qualité de la formation. Pas que l'accès, mais la qualité est aussi importante. Et on sait que l'inclusion participe au développement économique de la société. Et comme les panélistes l'ont dit, et je l'ai dit aussi, l'inclusion concerne à la fois les femmes, les hommes, les personnes vivant avec les handicaps, etc. Alors là, nous allons vraiment rentrer
dans le cœur de ce colloque. On était en train de parler par rapport à ce qui existe déjà. Là, nous allons parler d'un concept que j'aime beaucoup qui s'appelle la prospective. Et pour cela, nous allons donner la parole à Madame Patience Lapolice à travers cette question. Face à la montée des formations en ligne, modulaires et assistées par l'intelligence artificielle, comment anticiper le risque que les transformations dans les formations à venir reproduisent, voire creusent les inégalités entre les femmes et les hommes, notamment pour celles et ceux qui cumulent déjà des contraintes numériques, économiques, linguistiques, temporelles et familiales. Je sais que la question est complexe, ça demande beaucoup de choses, mais je sais également que vous êtes très outillés pour nous répondre et nous donner encore une fois des pépites. Merci beaucoup, Madame Patience. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Grégory, pour cette question qui est extrêmement complexe, mais tous mes précédents panélistes ont déjà abordé et qui ont déjà fourni de belles pépites et des choses intéressantes que nous pouvons intégrer justement dans notre quotidien. Et je pense que moi, mon approche va vraiment être de ramener un peu ces concepts qu'ils ont partagés à la réalité de l'entreprise. Et ce que je pourrais dire sur cette question qui est extrêmement pertinente, c'est premièrement ceci. La première chose va être de briser les stéréotypes. Parce que si on ne change pas de façon de penser, si on ne remet pas à jour nos modes de pensée et nos logiciels de réflexion, on va continuer à creuser les écarts et à creuser les inégalités. Donc, la première chose sur quoi nous devons travailler, c'est de vraiment lutter contre les stéréotypes, briser cette vision que nous pouvons avoir de l'autre, de celui qui est différent et de commencer à voir la différence comme une force et comme une richesse et non pas comme une faiblesse ou un risque. Aujourd'hui, tout ce qui est différent, on en a peur. Tout ce qui est différent, on veut le mettre à distance et on évite de l'embrasser parce qu'on ne sait pas ce que la différence implique, parce qu'on ne connaît pas les enjeux de l'autre, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie de l'autre. Aujourd'hui, quand on voit une personne handicapée, ce qu'on voit, c'est la déficience et on ne voit pas le potentiel qu'il y a derrière. On ne voit pas on ne voit pas la résilience, on ne voit pas ce que la personne a pu développer pour pouvoir s'adapter à sa situation et qui peut être bénéfique à l'entreprise. Donc, la première chose, c'est vraiment de briser les stéréotypes. Et c'est ce que nous essayons de faire avec le réseau national entreprises et handicap que j'ai la joie d'avoir mis en place et de présider, c'est d'accompagner les entreprises membres du réseau à comprendre ce que c'est que le handicap, à parler du handicap, à vraiment déconstruire tous les stéréotypes et toutes les idées reçues sur le handicap et commencer à voir les personnes handicapées comme des ressources dont l'entreprise peut avoir besoin et dont l'entreprise a besoin pour pouvoir se développer de façon harmonieuse. Et quand on arrive à changer cette façon de voir la différence, on ouvre donc des perspectives de changement, on ouvre des perspectives d'innovation et on embarque son entreprise dans une aventure qui est extrêmement gratifiante parce qu'on permet à tous les collaborateurs de vivre des expériences collaboratives au quotidien. Donc, la deuxième chose qu'on va avoir à faire, c'est vraiment travailler à passer de cette expérience de la tâche au quotidien en entreprise vers un fonctionnement
expérientielle, c'est-à-dire de permettre aux collaborateurs de vivre des expériences. Donc, on parle aujourd'hui de l'expérience employeur, comme on parlait de l'expérience client. Donc, les entreprises aujourd'hui doivent travailler à mettre en place et à permettre à leurs collaborateurs de vivre une véritable expérience employée, une expérience collaborateur en s'ouvrant à de nouvelles choses, à s'ouvrant à de nouvelles façons de fonctionner, mais à s'ouvrant à de nouvelles façons de collaborer. Et on ne pourra le faire qu'en accompagnant nos collaborateurs à s'ouvrir à la différence, à s'ouvrir à des modes de fonctionnement différents, à des modes de réflexion différents. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Madame Si, de Raja, sur les personnes avec un fonctionnement cognitif différent. Aujourd'hui, en Occident, ils sont en train de développer vraiment les questions sur la neurodivergence et la neurotypicité et de voir à quel point c'est intéressant et ça apporte vraiment des pistes en termes d'innovation d'avoir des neurodivergents dans des équipes parce que ça ramène une autre façon de voir le monde, une autre façon de réfléchir. Quand nous, on a tendance à fonctionner je vais dire ça simplement en 2D ou en 3D, le neurodivergent a la capacité de voir les choses, mais en réalité virtuelle, en 5D, mais vraiment à 360. Et de pouvoir échanger avec ces autres types de personnes et de s'approprier ou de s'immerger dans leur façon de fonctionner, ça crée des expériences collaboratives totalement différentes et ça crée des écosystèmes dans les entreprises innovants et qui sont aujourd'hui des éléments de motivation. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, pour motiver un personnel, il ne s'agit pas que de parler salaire, il ne s'agit pas que de parler promotion ou de parler évolution, mais également cet écosystème d'innovation, cette expérience employée est quelque chose qui permet de retenir les talents aujourd'hui, d'accompagner des gens à être au contact d'une autre façon de faire et une autre façon d'appréhender les choses. Et le troisième point que je vais évoquer, qui va permettre donc d'éviter ce risque de creuser la fracture, c'est de passer du verbal à l'action. Aujourd'hui, dans nos politiques RH, on parle d'inclusion et de diversité. Quand on prend tous les codes de bonne conduite, on a ce chapitre inclusion et diversité. Mais dans la pratique aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ne sont pas inclusives ni diversifiées. Parce qu'on a simplement défini l'inclusion et la diversité par rapport à la diversité où on va parler à la diversité, par exemple, de nationalité. Parce qu'on a des gens de différentes nationalités, on considère qu'on est diversifié ou qu'on est inclusif parce qu'on a tel nombre de femmes et parce qu'on a un certain pourcentage de femmes dans l'entreprise. Non, il faut passer à des définitions beaucoup plus globales. Il faut qu'on accompagne les entreprises à aller au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire et des définitions qu'on a biaisées et qui sont celles qui nous drivent aujourd'hui. Donc, les entreprises doivent passer du verbal à l'action et d'aller vers une vraie diversité et une véritable inclusion. Et encore une fois, c'est dans la pratique de l'accompagnement et dans la discussion et la conversation avec les autres parties prenantes de l'écosystème de l'inclusion et de la diversité que les entreprises vont se rendre compte de leurs limites dans la compréhension des concepts. Personnellement, avant que je sois en lien direct, par exemple, ou intégré dans des projets liés à la diversité et à l'inclusion, je n'avais pas une vraie compréhension du handicap ou une vraie ou une bonne définition du handicap. Et
c'est plus on est en contact et en interaction avec les autres univers qu'on arrive à se rendre compte de la limitation qu'on avait dans notre définition du concept ou dans la compréhension qu'on pouvait en avoir. Donc, c'est accompagner les entreprises donc à enlever les œillères et à ne plus avoir le regard simplement fixé sur la définition qu'on peut avoir de l'inclusion et de la diversité dans nos codes de bonne conduite, mais de revenir à un aspect très pratique et de savoir que l'inclusion démarre simplement, par exemple, à l'accessibilité de mes locaux, l'accessibilité de mes ressources, que ce soit les ressources documentaires ou quelles que soient les ressources que je mets à la disposition du public, du client ou des parties prenantes. Aujourd'hui, beaucoup de sites Internet d'entreprises ne sont pas inclusifs. Beaucoup de sites Internet d'entreprises ne sont pas accessibles aux personnes, par exemple, malvoyantes. Combien de personnes ou combien d'entreprises ont des sites Internet qui incluent l'audiodescription ou qui permettent aux personnes malvoyantes d'accéder? Donc, il y a toutes ces questions-là qu'on doit mettre sur la table, ce débat qui doit se faire avec les entreprises, et c'est ce que nous essayons de faire dans le réseau national entreprises et handicap. Donc, pour moi, pour vraiment accompagner les entreprises dans cette phase que nous sommes en train de vivre de révolution technologique, parce qu'on va se dire, oui, l'intelligence artificielle nous aide à penser les modèles de formation, à repenser les expériences de formation, à repenser les expériences de partage de la connaissance. Il est important qu'on n'oublie pas qu'il y a une réalité actuelle. Vous l'avez dit, ce sont les fractures non seulement numériques, et même les fractures linguistiques, mais aussi les fractures éducationnelles. Aujourd'hui, une personne qui est analphabète et qui est en entreprise, comment elle va accéder aux outils que nous mettons à disposition, qu'ils soient numériques ou qu'ils soient matériels. Si elle ne sait ni lire ni écrire, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, nous avons aujourd'hui dans beaucoup de nos entreprises, particulièrement dans l'industrie, des personnes qui sont dans les unités de production, qui sont dans le travail manuel et auxquelles on ne fait pas attention parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément la cible qu'on voit ou qu'on imagine être à la tête de l'entreprise ou à la tête d'un département demain. Mais est-ce que notre rôle n'est pas également de développer ces personnes-là afin qu'elles puissent être capables de gérer des départements ou des directions? Mais il y aura donc un travail préalable à faire d'avoir une vraie cartographie de nos populations en entreprise, des personnes que nous avons au sein de nos écosystèmes et de comprendre quels sont leurs besoins véritables. Donc, l'inclusion va passer par un adressage des besoins spécifiques de chaque collaborateur. On ne pourra pas construire des modèles qui vont être duplicables et applicables à tous. Nous aurons besoin d'aller dans la spécificité des choses pour pouvoir proposer des solutions et des modèles adaptés à chaque type de population que nous avons en entreprise. Donc, voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette question. Merci, Grégory. Merci beaucoup, Madame la police, pour toute cette pépite. Je vous l'avais dit dès l'entame de mes propos. Je pense que nous allons passer maintenant au public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je regarde le chat. Est-ce qu'il y a des questions? Nous devons mettre un terme à ce panel dans 10 minutes. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Les panélistes sont là pour répondre à vos interrogations. OK. Alors, en attendant, est-ce que Monsieur Serre, vous pouvez
intervenir peut-être par rapport à des choses que les autres panélistes ont dit tout à l'heure qui ont retenu votre attention en entendant les questions des participants. Oui, tout à fait. J'aimerais beaucoup revenir sur la dernière question partagée par Madame Patience Lapolis et relativement à la question de la prise en charge des personnes non alphabétisées. C'est vrai que c'est une question fondamentale qui est là. Au sein des entreprises, on voit beaucoup de personnes qui sont là-bas, qui ont fait 20 ans, 15 ans au niveau de l'entreprise, qui maîtrisent parfaitement voilà, les mécanismes de l'organisation, mais qui ont du mal peut-être à s'épanouir. Et je le dis toujours à Madame Patience, aujourd'hui, je pense que l'entreprise La Casamançaise a mis en place une très belle approche. Je ne parle pas de bonne, je parle d'une très belle approche de prise en charge d'une personne handicapée mentale. J'aurais bien aimé que Madame Raja soit là, mais ce n'est pas uniquement voilà, le fait d'avoir peut-être recruté cette personne, mais qu'est-ce qui a été mis en place autour de cette personne-là, autour d'une personne handicapée mentale, pour qu'à la fin du mois, je dis bien qu'à la fin du mois, il aura reçu son salaire, qu'il puisse en bénéficier. Parce que l'autre aspect, c'est effectivement les prendre en compte, mais comment faire pour que les retombées financières, n'est-ce pas, au-delà des activités génératrices de revenus par les personnes handicapées intellectuelles, comment ils peuvent jouir un peu de leurs retombées financières. Et je pense que c'est des réflexions comme ça qui pourraient nous permettre de penser autrement. Voilà. Et quand elle a parlé de ça, j'ai un peu tiqué parce que j'ai toujours la chair de poule quand on parle un peu de la prise en charge des personnes handicapées intellectuelles. Et voilà, c'est des expériences peut-être à partager. Et voilà. Merci encore. C'est la raison pour laquelle j'avais émis dans le chat box l'intérêt que j'ai pour cette question-là. Merci. Alors, merci beaucoup, monsieur Seck. Je pense que ici, au niveau du Baraka Gate, nous sommes là pour la mise en relation. Je pense qu'après, vous pouvez prendre contact avec Madame Si pour avoir les réponses à vos questions. Alors, il y a monsieur Gaius qui a posé une question dans le chat. Finalement, c'est une question que je me pose tout le temps parce que il y a tellement de solutions qui ont été proposées et c'est pas qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui bloque principalement les entreprises, les universités, les écoles? Est-ce que c'est le mindset? Est-ce que c'est un manque de budget? Est-ce que c'est un manque de volonté? Et c'est la semaine passée, j'ai réalisé un entretien pour un article avec un expert en genre qui me disait, souvent, c'est pas le manque de volonté, mais c'est le manque d'engagement. Souvent, les personnes veulent, mais à côté, elles veulent pas s'engager. Alors, monsieur Sadi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette question? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est le mindset, c'est l'argent, c'est la volonté, c'est l'engagement? Qu'est-ce qui bloque? Oui, alors je pense qu'une des choses qui bloque, c'est le mindset, effectivement. Mais l'autre chose, c'est le manque de connaissances. Quand on ne connaît pas quelque chose, comme l'a dit tout à l'heure Madame la police, on a peur justement de l'inconnu. Et on a tendance, dans la question de la prise en charge du handicap, on a tendance à penser que faire de l'inclusion coûte forcément plus cher. Non. Je dis toujours aux gens, faire de l'inclusion, c'est d'abord comprendre que l'inclusion n'est pas une question de, comment est-ce que je vais appeler ça, de discrimination positive. C'est une question de droit. La question de l'inclusion, c'est une question de droit. D'accord? Et si on le comprend ainsi, on se retrouve donc dans une situation où on se dit, eh bien, les gens que j'ai sous moi ou les personnes avec lesquelles je travaille, elles ont un droit et j'ai l'obligation en tant qu'employeur de mettre en place quelque chose pour prendre en charge ce droit-là, faire en sorte que ces personnes puissent jouir de ce droit-là. D'accord? Parce que si on pense que c'est une question de discrimination positive, eh bien, on a tendance à penser qu'on peut le faire ou on peut ne pas le faire, mais ce n'est pas bien grave. D'accord? Alors que ce n'est pas ça en réalité. C'est comme un enseignant qui recevrait à qui on confierait un enfant dans sa classe et qui dit, bah écoutez, je n'ai pas été formé pour le prendre en charge, allez chercher une autre école. Mais non, il n'a pas le droit. Puisque la question de l'éducation inclusive, c'est une question de droit pour cet enfant. D'accord? C'est plutôt de voir, moi, enseignant qui ne suis pas formé,
qu'est-ce que je peux apporter comme réponse du point de vue pédagogique aux besoins pédagogiques de l'élève. Et en ce moment, on ne convoque pas forcément tout ce qu'il y a et qui est en lien avec la déficience, mais c'est la réponse pédagogique aux besoins de l'élève. D'accord? Et d'où donc toutes les questions qui sont en lien avec la différenciation pédagogique, ainsi de suite. Et je pense que si on arrive à le comprendre comme ça, on arrive à proposer des solutions. Parce que les solutions, elles ne manqueront pas, mais tout est d'abord une question de volonté. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur Sadi, pour cette question. Alors, nous avons une autre question dans le chat. Malheureusement, on n'a pas Madame Si pour nous donner son point de vue par rapport à cette question, mais je vais la poser à Madame la police. Ouais. Comment reconnaître et accompagner, valoriser le potentiel des enfants en situation de handicap dans la société? Peut-être après, M. Sek pourra toujours apporter une petite précision. Merci beaucoup. Merci. En effet, c'est une très belle question et je pense personnellement que la clé de toute chose, c'est déjà de reconnaître à cet enfant le droit aux mêmes chances que les autres enfants. C'est un droit que d'être éduqué, c'est un droit que d'accéder aux opportunités. Ce n'est pas à l'enfant de subir les conséquences de sa situation. C'est à la société de faire en sorte que l'enfant puisse jouir de ses droits et avoir la possibilité d'accéder aux opportunités que propose la société. Donc, il y a énormément d'outils qui sont mis en place pour accompagner ou valoriser le potentiel des enfants. On peut reconnaître le potentiel d'un enfant en situation de handicap de la même manière qu'un enfant normal, entre guillemets. Et donc, les outils, ils sont là, ils sont disponibles. Mais est-ce que nous avons le même regard sur les deux enfants? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que la société aujourd'hui pose le même regard sur les deux enfants? Comment est-ce qu'on conçoit l'avenir d'un enfant en situation de handicap et comment est-ce qu'on conçoit l'avenir des autres enfants? C'est de ça qu'il est question. Parce que tous les systèmes ont été pensés aujourd'hui comme si tout le monde arrivait avec les mêmes chances, les mêmes potentialités, la même forme. Voilà, on est tous sortis du même moule et tout le monde doit fonctionner pareil. Or, ce n'est pas vrai. Nous sommes tous aussi différents les uns que les autres, raison pour laquelle on n'a pas les mêmes empreintes digitales, donc nous sommes tous uniques et spécifiques. Et donc, la société doit changer son regard sur les personnes qui la composent. Et c'est en changeant de regard sur chacun des enfants, en changeant son regard sur les uns et les autres, qu'on saura que nous devons adresser les droits des uns et des autres. Chacun a les mêmes droits et la société doit donc tout mettre en œuvre pour que les droits de tous les enfants soient respectés. Merci. Grégory, Merci. je voulais juste donner un exemple concret par rapport à ce qu'elle dit. Quand j'étais à Hachi, on avait lancé le premier dispositif d'inclusion scolaire des enfants sourds au Sénégal. C'est des enfants sourds qui sont dans une classe ordinaire et qui étudient grâce à la mise à disposition d'un auxiliaire de vie scolaire. Et on avait un parent qui avait deux enfants qui étaient dans la même école. L'un n'avait pas de déficience et l'autre était une enfant sourde. Et le parent, il est arrivé qu'il trouve très souvent qu'il n'ait pas les moyens pour donner le transport aux enfants pour aller à l'école. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il n'avait pas les moyens, c'est la fille en situation de handicap qui restait à la maison et c'est l'autre qui allait à l'école. D'accord? Pour reprendre un peu ce qu'elle disait. Mais à la composition, il s'avère que l'enfant qui n'est pas en situation de handicap sort parmi les derniers de sa classe et l'enfant qui était sourd et qui ne portait pas d'espoir pour le parent sort parmi les premiers. Et donc, le mois suivant, la situation a changé. Maintenant, lorsque le parent n'avait plus les moyens pour donner aux deux l'argent pour aller à l'école, eh bien, c'est l'enfant qui n'avait pas de handicap qui restait à la maison et c'est l'autre qui allait à l'école. Donc, c'est dire que vraiment, il faut qu'on puisse opérer vraiment ce changement de mentalité et que les gens puissent le faire à travers des exemples concrets. Et c'est ça qui va permettre justement que l'on puisse justement évoluer vers tout ce qu'elle dit par rapport justement aux droits.
Merci beaucoup, Monsieur Sané, pour cette contribution. Monsieur Serre, Oui, je pense que ils l'ont dit. Le plus important pour moi, c'est au-delà de cette euh, voilà du changement au niveau de la société. Je pense que le changement doit commencer chez les parents d'abord. On oublie ça. On a beaucoup d'enfants qui sont l'exemple donné par Via et Sassane est très illustratif. Si le parent n'est pas, ne conçoit pas le handicap de son enfant, euh, nous aurons du mal à apporter notre contribution. Parce que c'est la société elle-même. On parle de co-construction. Aujourd'hui, on voit beaucoup de parents, d'ailleurs, voilà, qui gardent leur enfant handicapé, qui n'osent pas montrer leur enfant handicapé. La raison pour laquelle nous faisons beaucoup de sensibilisation pour leur montrer un peu les cas de réussite. Et des cas de réussite, nous les montrons. Par exemple, le président de la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées, le cas de VS Sané, qui sont des personnes handicapées et qui ont euh, réussi à s'intégrer dans la société. Et je pense que c'est à partir de là où on peut vraiment répondre à la question de ce monsieur sur comment déjà reconnaître, accompagner et valoriser le potentiel de l'enfant. Il faudrait que ce potentiel-là soit d'abord valorisé chez ses parents. Et je suis persuadé que la majeure partie des personnes handicapées qui ont réussi, s'ils vous parlent de leur exemple, c'est parce qu'ils ont d'abord eu cet accompagnement parental qui a permis de renforcer voilà, leur savoir-être, leur savoir-vivre et tout. Et je pense que ça, c'est important. Et en une minute, je voulais revenir sur la première question. On a beaucoup parlé de mindset, de manque de volonté, mais je pense que l'engagement est primordial. Quand vous discutez aujourd'hui avec les bailleurs de fonds, il y en a clairement qui vous disent on ne finance plus les activités de sensibilisation ou de manque de connaissances. Tout est là. Euh, les projets, les initiatives pilotes ont produit des données probantes. Ce qui reste, c'est l'engagement de l'État. Prenons l'exemple du Sénégal. Aujourd'hui, on ne comprend pas. On a parlé d'instruments juridiques qui sont là, comme la loi d'orientation sociale avec ses fameux articles, le traité de Marrakech qui est là, le protocole africain sur le droit des personnes handicapées. Aucun de ces instruments n'est pour le moment signé par le gouvernement. Euh, on a une loi d'orientation sociale qui est là, mais accompagnée par aucun décret d'application. Ce qui veut dire qu'il y a ce manque d'engagement de nos gouvernements. Et si aujourd'hui nous arrivons à avoir des politiques claires, définies par les autorités, qui rendent indispensable un peu l'éducation des enfants handicapés, qui traduit effectivement l'ensemble des écoles ordinaires comme écoles incluses du Sénégal, on n'arrivera jamais à répondre à à adresser un peu ce défi-là. Merci beaucoup pour tous et je sais qu'on a beaucoup de choses à partager, mais malheureusement, on n'a pas le temps pour développer tout ce qu'on voudrait. Et voilà, je vous remercie. merci beaucoup, Monsieur Serre, merci beaucoup, Madame Si, merci beaucoup, Monsieur Sané, pour toutes ces informations. Chers participantes et chers participants, nous arrivons au thème de ce panel. Ce qui me frappe dans nos échanges, c'est que l'inclusion dans la formation n'est pas un objectif secondaire ou philanthropique, c'est une condition de l'efficacité même de nos systèmes. Une formation qui laisse des personnes de côté est une formation qui prive des talents, des perspectives et des énergies dont nous avons tous besoin pour le développement socio-économique de nos sociétés. Je remercie chaleureusement nos panélistes pour la richesse et la sincérité dans leurs interventions. Merci pour les questions au niveau du public. Je passe la parole à M. Gaïs tout en disant que le futur de la formation se construit aussi dans des espaces comme celui-ci. Merci beaucoup, ça a été un plaisir.